Hello, un petit mot avant de démarrer cet épisode. Aujourd'hui, on va parler d'Iran. Vous le savez sûrement, les Iraniens se révoltent en ce moment contre le régime, qui répond avec une répression terrible. Je vous mets donc des liens pour vous informer et soutenir les Iraniens dans les notes de l'épisode ou dans la description de la vidéo, si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à partager des ressources en commentaire. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, on peut faire un test rire. C'est absolument pas comme ça que tu ris. Mais vraiment pas du tout. Bienvenue dans Star System. Chaque semaine, on revisite un phénomène de la pop culture et on explore ce qui s'est vraiment passé. Dans cet épisode, le film Argo est-il une propagande de la CIA ? Je suis Samia Miskina et je reçois aujourd'hui David Honora. Salut Samia, c'est moi. J'adore l'énergie. Le David Honora, on m'a rarement lancé comme ça. Ouais, c'est vrai que je t'ai lancé très très fort. Alors, David, on ne te présente plus sur ce podcast car je t'ai reçu, dans mon ancien podcast en tout cas. Ouais. Plusieurs fois. Présentons-nous quand même. Mais t'inquiète pas, je vais te présenter. C'était juste pour... Non mais c'est vrai que par contre, je suis un peu je suis pas... Si, je suis venu, ça commence à dater. Oui. Mais par contre, je suis un personnage récurrent dans genre Samia in the City où parfois tu parles de moi. Il dit j'ai fait ça avec David, voilà. Je suis allé au cinéma avec David, machin. Bon, c'est ça, c'est oui. moi. Parce que donc souvent au cinéma d'ailleurs. Souvent au cinéma, exactement. Parce que donc David est un très très bon ami à moi. Mais donc, je vais te présenter car au-delà de ça, tu es donc auteur et vidéaste. Tu as co-créé la chaîne YouTube Calmos, dans laquelle vous décryptez notamment des comédies, le cinéma en général. Avec le format rigolo, sur les comédies françaises. Vous avez d'ailleurs également un podcast où vous racontez des films à vos invités. Ouais. Donc pareil, ça s'appelle Calmos. Allez trouver ça sur toutes les plateformes de podcast. Tu as écrit le livre Movieland. Donc c'est un livre et une carte qui explore le cinéma avec des itinéraires pour découvrir ou redécouvrir des films. C'est ça. Tu apparais également dans un épisode du podcast The Sporkful. Alors, pour les gens qui n'ont pas suivi, c'est un épisode d'un podcast que j'ai sorti il n'y a pas longtemps, un podcast américain avec lequel j'ai bossé sur le popcorn au cinéma. Et donc, tout naturellement, j'ai interviewé David sur la question. Ouais, un podcast en anglais. Alors évidemment, tu es donc un grand fan de cinéma, mais est-ce que tu aimes le genre film historique et ou politique ? Je dirais pas particulièrement, en tout cas surtout quand c'est juste ce genre-là au premier degré. En fait, je trouve intéressant quand un autre genre va incorporer des éléments politiques ou historique. Bon, le politique, pour moi, est toujours dans le cinéma. C'est-à-dire c'est pas possible de faire une création sans qu'il y ait des aspects politiques. Mais le côté vraiment littéralement politique, c'est à double tranchant. Ça peut être chiant, en fait. Oui, c'est surtout ça. Mais je sais pas, je dis n'importe où. L'exemple qui me vient, Titanic, c'est un film historique, avec un grand événement historique qui raconte plein de choses sur les rapports de classe, etc. Et c'est du cinéma à grand spectacle, et c'est du cinéma que j'adore, par exemple. Bien sûr. Est-ce que quand tu regardes un film historique, après tu te dis, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé en vrai et voir s'il y a des inexactitudes dans le film, ou est-ce que ça t'intéresse pas du tout ? Je dirais que ça m'intéresse pas tant que ça. Je reste quand même très conscient. Comment dire, c'est pas une source fiable, c'est-à-dire que je vais pas me dire j'ai vu ce film donc je sais l'histoire de tel truc. Ouais. Mais en fait, il se trouve que j'ai quand même vu beaucoup de films. Ouais. Et pas que sur l'histoire d'ailleurs, je me rends compte assez souvent qu'il y a des choses que je sais par le cinéma, quoi. D'accord, pas forcément. Mais par exemple de manière plus ou moins floue, quoi. T'as un exemple ? Je discutais avec une Américaine de Californie. Et je lui demandais d'où elle venait en Californie. Et je voyais dans son style, à mon avis, elle n'était pas vraiment de Los Angeles. Et j'avais deux options. J'ai vu le film de Greta Gerwig, Lady Bird. Je me dis peut-être elle est de Sacramento parce qu'il y a une vague, il y a une vibe un peu hipster. Ouais, mais en fait Sacramento c'est pas du tout ça. Et en fait c'est vrai que c'est ça que raconte Lady Bird, c'est une ville dont tu veux te barrer, quoi. Enfin c'est vraiment un trou. Enfin c'est... Et l'autre truc, c'est San Francisco. Mais si elle venait de San Francisco, elle habiterait plutôt à Oakland, parce que la gentrification de San Francisco fait que ça devient quasiment impossible de vivre à San Francisco. Et je pense que même Auckland, maintenant, est très cher. Exactement. Mais et donc, qui était une ville beaucoup plus diverse, etc. Et il y a plein de Blancs américains maintenant qui habitent à Auckland. C'était ma déduction, elle venait d'Auckland. Non, mais bravo. Franchement, c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça. Tu vas plus comprendre comment vivent des gens dans une autre partie du monde. Avec quand même un biais où il faut garder en tête que c'est passé par le cinéma, quoi. C'est ça. Mais donc,
par exemple, si tu regardes un film et ensuite tu apprends que ce film a pris vraiment, donc basé sur une histoire vraie, mais qu'il a pris des libertés énormes avec la réalité, est-ce que tu vas te sentir trahi ou est-ce que tu penses que c'est justifié pour l'art ? Pour moi, je donne toujours priorité au cinéma. C'est-à-dire que D'accord. pour moi, c'est plus important de faire un bon film que d'être précis. Que d'être en lien avec la réalité. Après, ça pose plus question, par exemple, quand tu vas parler de personnes vivantes ou de trucs comme ça, où peut y avoir des questionnements moraux. Ouais. Mais en fait, comme j'assume complètement le fait qu'un film, c'est un film, et donc c'est de la fiction, voilà quoi, j'attends pas la véracité historique. J'allais te demander si tu avais une recommandation dans le genre historique, politique, mais bon, tu as évoqué Titanic, c'est peut-être pas la reco dont on a besoin parce que je pense que tout le monde a entendu parler de Titanic. Est-ce que par hasard tu aurais une autre reco ? Alors il y a un film, c'est marrant parce que c'est souvent un film auquel je pense quand on me demande de recommander une petite pépite pas forcément très connue. Et il y a eu le film de Paul Thomas Anderson là, qui a eu un gros succès critique récemment, Une bataille après l'autre, qui n'est pas du tout un film historique, mais qui peut d'une certaine manière témoigner un peu de l'ère du temps. D'accord. Et qui parle notamment de comment des enfants peuvent vivre le militantisme de leurs parents. Et il y a un autre film plus ancien qui était sur ce même sujet et qui témoigne d'une certaine période, dans une certaine vibe dans l'histoire politique des États-Unis, s'appelle À bout de course de Sidney Lumet, avec le frère de Joaquin Phoenix, River Phoenix, qui était tout jeune, qui est mort très jeune, River Phoenix. Une bonne histoire à raconter dans Star System. Ah oui, intéressant. Ouais, j'avoue. Et ce film est incroyable. Et c'est un jeune ado dont les parents étaient très engagés dans les années 70 et qui se retrouve dans des trucs, etc. Donc c'est pas vraiment un film historique au sens où ça raconte une réalité précise. Par contre, ça témoigne d'une époque et de l'impact que ça a sur les gens. Super intéressant. De films que je n'ai pas vus. Donc voilà, je vais rattraper ça. Alors maintenant, on va parler du film Argo. Avant que je te raconte toute l'histoire derrière, qu'est-ce que tu as pensé du film Argo à sa sortie ? Il est sorti en 2012. Ouais, je me rappelle plus exactement où en était la hype des Oscars quand je l'ai vu. Je me souviens plus si quand il est sorti en France, parce que je l'ai vu au cinéma en France à la sortie. Je me souviens plus s'il avait déjà eu l'Oscar ou qu'il y avait un buzz qui disait qu'il allait l'avoir ou pas. D'accord. Mais relativement au fait qu'il allait avoir l'Oscar cette année-là, j'étais plutôt déçu. Pour moi, c'était vraiment pas le meilleur film de l'année et j'ai plein de réserves sur le film. Alors, est-ce que tu veux teaser les réserves que tu as sur le film et après on en parlera plus ? Alors, il y a plusieurs... Déjà, j'ai un peu des réserves sur Ben Affleck en général. Ok, déjà, donc ça partait mal. Je trouve que Ben Affleck, il est jamais aussi excellent que dans Gone Girl de David Fincher, où il joue un peu un couillon, un mari dépassé. Pour moi, il est un peu typecasté dans ce rôle. C'est vrai. Mais il est trop bien. Ça lui va très très bien. Et quand il fait un peu le héros... Là, quand même, ça, tu vas sûrement le raconter, mais en fait, il y a du whitewashing, c'est-à-dire que le héros de la vraie histoire est un mec latino. Exactement. Et Ben Affleck, qui quand même réalise le film, c'est vraiment son choix total, décide de se mettre dans le rôle principal. Oui. Je sais pas, peut-être au titre qu'il a fréquenté Jennifer Lopez, du coup il peut être latino. C'est vrai. Il y a un truc. Attends, quand même. Non, tu vois, mais il n'y a pas mieux placé que lui, du coup, pour c'est faire scandaleux, quoi. C'est vrai. Et ça a quand même un aspect pas négligeable. Et par contre, l'histoire, en tout cas telle qu'elle est racontée dans le film, elle est super cinématographique, parce qu'en plus, ça parle de cinéma, enfin, il y a un truc... Non, mais c'est ça. En fait, c'est hyper méta. Ouais. Parce que là, moi, je dis, mais qu'est-ce que ce film est une propagande de la CIA, mais ce film lui-même raconte la collusion entre Hollywood et la CIA. J'ai quand même un souvenir, je ne l'ai pas revu depuis la sortie, mais j'ai un souvenir des scènes au moment où il panique et il s'enferme dans l'ambassade des États-Unis. Ça, je trouve ça assez bien rendu et très prenant. Oui. Mais sur l'ensemble du film, voilà, je trouve ça parfois un peu poussif. Enfin, j'ai l'impression que de cette histoire, il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Il y a aussi le fait qu'il est vraiment pas crédible. Dans ce rôle-là, enfin, je suis désolée, mais en fait, il a l'air d'être tout le temps complètement perdu dans tout le film. Et t'es là, c'est lui, le mec de la CIA, qui est censé sortir des Américains d'un pays en pleine révolution. Enfin, moi, je ferais pas confiance du tout, quoi. C'est censé être un génie, un peu, enfin, quelqu'un qui a des idées géniales. C'est censé être un mec qui a des idées géniales, mais qui est assez réservé, en fait, dans sa manière d'être. Mais je trouve qu'il a l'air totalement de manquer de confiance en lui.
Ok. Dans le jeu, en tout cas, on dirait que c'est ça qui transparaît. Et je comprends pas du tout pourquoi ils ont choisi ce truc-là, parce qu'il faut quand même... Ok, c'est bien pour qu'on puisse s'identifier un peu au personnage, mais là, ils en font trop. Au bout d'un moment, on a l'impression que le mec, c'est vraiment un mec qui s'est retrouvé là un peu par hasard et qui a une idée vite fait. Moi, je le ferais pas confiance. Enfin, si c'est Ben Affleck, je le fais pas confiance. Il a quand même joué aussi par la suite Batman, quoi. Et déjà, ça paraît aberrant, en fait. Pourquoi Ça lui va lui pas, ça lui va pas. Et donc, t'as raison, dans Gone Girl, au moins, c'est le genre de rôle qui lui va bien, parce que c'est un mec clueless, quoi. Ouais, un peu, ouais, exactement. Clueless, un peu dépassé. Et je trouve aussi d'ailleurs qu'il est très bien aussi dans Will Hunting, où il joue le pote de Matt Damon, un peu paumé, quoi, qui est celui... Un peu paumé, ouais. Enfin, il a quand même un côté attachant, en fait, Ben Affleck. Il y a un truc... Je pense aussi, ouais. Mais... Ouais, c'est le méga héros qui sauve tout le monde, j'achète pas trop ça. Non, c'est clair. Apparemment, il y a plein de gens qui l'achètent. Alors, avant de me lancer dans cet épisode, je voudrais faire un petit préambule. Je me suis énormément intéressée à l'Iran. À partir du moment où j'ai vu, quand j'avais... je sais pas, quand j'étais toute jeune étudiante, le film Persepolis, qui était trop bien, de Marjane Satrapi. J'ai étudié aux États-Unis, j'ai étudié les relations internationales, donc j'ai pris des cours sur l'Iran. J'ai aussi fait un stage dans une organisation irano-américaine qui défendait la diaspora iranienne aux États-Unis et qui défendait un deal sur le nucléaire entre les États-Unis et l'Iran, mais tout en étant quand même fermement opposé au gouvernement iranien. Et d'ailleurs, ça a été fondé par le fils d'un exilé, vraiment qui s'est exilé suite à la révolution islamique. Donc voilà. Et donc bref, j'ai quand même ce background et j'ai pu retrouver même des choses que j'avais écrites, des papiers, etc. à l'époque quand j'étais étudiante. Mais maintenant que j'ai dit tout ça, je ne suis absolument pas experte du sujet, évidemment. Enfin, c'est juste que c'est quelque chose que j'ai étudié il y a longtemps. Je ne suis pas iranienne. Il est possible peut-être que je fasse des erreurs sur des choses. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire gentiment. Mais vraiment, ça m'intéresse toujours d'avoir des compléments d'information ou des corrections sur des sujets. Et donc celui-là aussi. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est pour présenter un petit peu les choses avant de démarrer. Maintenant, on va démarrer ? Allez. Alors, donc le film Argo, comme j'ai dit, sort en 2012. Et comme on l'a dit, il est réalisé et incarné par Ben Affleck. Il raconte une histoire vraie, donc celle de 6 Américains en Iran en 1979-80. À ce moment-là, c'est la révolution iranienne. Les religieux ont pris le pouvoir en Iran et ils retiennent des otages à l'ambassade américaine. Sauf que 6 membres de l'ambassade ont réussi à s'échapper et à être hébergés par des diplomates canadiens. Donc les Iraniens ne savent pas qu'il y a 6 otages supplémentaires, enfin qu'il y a 6 personnes supplémentaires, 6 Américains, qui se cachent à Téhéran. Et donc, Tony Mendes, donc le vrai, un agent de la CIA, va les secourir en faisant croire que, déjà qu'il est canadien, qu'il travaille sur un film de science-fiction et qu'il doit venir faire des repérages en Iran pour pouvoir rentrer sur le territoire iranien et ensuite repartir discrètement avec les 6 Américains. Déjà, c'est génial comme plan, quoi. Le plan est incroyable. À quel moment est-ce qu'ils ont pu penser que c'était une bonne idée ? Parce que ça me paraît foireux du début à la fin. Moi, la première chose déjà que je me demande, c'est, même si c'est pas des Américains, ils se font passer pour des Canadiens et donc il n'y avait pas de problème avec les Iraniens à ce moment-là, c'est quand même un pays en pleine révolution. À quel moment est-ce que c'est logique pour eux de dire on va faire des repérages pour, je sais pas, tourner le film en Iran ? Il y a 1 milliard de destinations avant celle-là. Alors, je sais pas, parce que j'ai un exemple, c'est L'Exorciste de William Friedkin, où il y a toute une scène d'introduction qui est tournée en Irak, qui était encore dans une autre situation politique à l'époque, mais pas non plus très simple. Ils tenaient à aller tourner là-bas, ils ont passé beaucoup de temps là-bas, ils ont réussi à tourner pour un projet d'un film d'exorcisme. Enfin, tu vois, donc sur le papier, en fait, c'est un truc qui est plausible, quoi. En fait, à chaque fois, on va parler soit du film, soit de l'histoire dans le film. Mais le film lui-même, Argo, j'ai regardé, il a été tourné à Istanbul. Parce qu'évidemment, ils ne pouvaient pas tourner ce film-là en Iran. Ouais, parce que là, on est arrivé à un point où en Iran, c'est impensable. Mais donc, du coup, ils ont trouvé une autre solution, ils ont trouvé un plan B. Et donc, je me dis, il y a toujours un plan B plus facile. Il n'y a pas un pays où tu te dis, non, mais c'est celui-là ou aucun autre, quoi. Sauf dans certains cas. Mais pour un film de science-fiction, ils ont juste besoin de paysages. Enfin, ça me paraît fou. Mais bon. Oui, mais il y a un truc qui, à propos des mensonges, c'est le plus c'est gros, plus ça passe. C'est ça. Et en fait, je trouve qu'on est là-dedans. C'est-à-dire que moi, aussi, d'une certaine manière, pourquoi la CIA se serait fait chier à faire des storyboards de science-fiction et tout. Enfin, ça n'a aucun sens. Et surtout, si tu castes bien... Alors,
je sais pas comment c'est dans l'histoire vraie, mais si tu prends des gens, je sais pas, qui ont l'air un peu de geek et tout, et tu te dis, c'est des gens inoffensifs. Si tu prends un Ben Affleck qui a l'air d'être complètement à côté de la plaque tout le temps, tu te dis, bon, ce mec-là, c'est clairement pas un agent de la CIA, il n'y a pas de souci. Voilà, donc le but, c'est ça. C'est vraiment ce que raconte le film, et tout ça, évidemment, donc, est basé sur une histoire vraie. Argo remporte l'Oscar du meilleur film. Et les recettes du film s'élèvent à 230 millions de dollars dans le monde. Et j'ai regardé sur Rotten Tomatoes. Là, aujourd'hui, il a la note de... Bon, il a 96% de notes positives. Okay. Argo raconte évidemment l'histoire d'une collusion entre la CIA et Hollywood. Mais en fait, la production du film elle-même porte la marque de la CIA, en présentant les choses de manière binaire, avec d'un côté les méchants iraniens et de l'autre les gentils américains. Ils participent au roman national des États-Unis, un peu nous contre le monde. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une période où l'interventionnisme est remis au goût du jour, et où les Iraniens aussi se révoltent à nouveau. Et donc je trouvais que c'était pertinent de revenir sur cette histoire. Donc aujourd'hui, on va parler de la révolution iranienne, des vraies raisons de la prise d'otages, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et enfin, on va parler des liens entre le gouvernement américain et la pop culture. D'abord, on va faire un historique. Je sais qu'on va un peu on va un peu s'écarter de la pop culture. Donc restez avec moi. Et David reste avec moi. Une petite Britney Spears qui se balade au milieu, il y a un truc. Oui, c'est clair, parce que là, les gens ils vont se dire, mais attends, excuse-moi, mais Star System, enfin, quoi. Bon d'accord, Romini est une star, mais quand même. Alors... Un petit élément de contexte, depuis le début du XXe siècle, les Britanniques sont très présents en Iran parce qu'ils détiennent la majorité de la compagnie de pétrole anglo-iranienne. En 1941, les Alliés envahissent l'Iran parce qu'ils soupçonnent le Shah d'Iran, donc le monarque un petit peu, si on devait trouver un équivalent, ils le soupçonnent d'alliance avec l'Allemagne. Donc ils envahissent l'Iran, ils déposent le Shah et ils le remplacent c'est son fils qui prend sa place, donc le fils Mohamed Reza Pahlavi, qui n'est pas tout de suite Shah, qui va être couronné en 67, mais qui gouverne, mais qui décide d'être couronné quand il sent qu'il est prêt, donc bien plus tard, mais en tout cas, voilà, c'est le dirigeant. Le Shah, je vais dire le Shah, même s'il n'est pas encore Shah à ce moment-là, mais vous avez compris. C'est pas un chat d'ailleurs. C'est pas un chat. C'est chat, ça s'écrit pas pareil. Moi, c'est vrai que je l'écris plutôt à l'anglo-saxonne, donc S-H-A-H. Je crois qu'en français, on l'écrit C-H-A-H, mais voilà. Les Occidentaux, à ce moment-là, sont chez eux en Iran. Mais il faut vraiment imaginer qu'ils sont chez eux en Iran. L'Iran est le principal producteur de pétrole du Moyen-Orient, mais les revenus échappent en grande partie au gouvernement et donc aux Iraniens. En 1950, le mouvement nationaliste iranien obtient la majorité au Parlement. Des négociations ont lieu entre le ministre des Finances et l'entreprise, la compagnie irano-anglaise. Mais les termes ne sont pas du goût de Mossadegh, qui est un nationaliste, qui attaque le gouvernement en place, qui s'oppose très fermement à cet accord. En 1951, Mossadegh devient Premier ministre. À ce moment-là, la nationalisation de l'industrie pétrolière a déjà été votée. Parce que les gens disent souvent, Mossadegh est arrivé, il a nationalisé le pétrole. En fait, son parti a déjà fait lancer les choses, et ensuite il arrive en tant que Premier ministre, et donc il doit mener la mission à bien. T'as entendu parler de tout ça ou pas? Parce que c'est un petit préambule dans le film Argo, où il raconte pendant 2 minutes un petit peu tout l'historique. Alors, je m'en souviens pas forcément bien en détail, mais il me semble aussi que la version accélérée de l'histoire est aussi un peu dans Persepolis. C'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup une manière de raconter l'Iran comme Dark Vador, quoi. Enfin, genre un truc hyper obscur. Il y a des trucs, par exemple, sur des images des femmes en Iran dans les années 70 qui sont beaucoup montrées. Enfin, il y a un truc politique et la bascule dans l'islamisme où tu as l'impression que d'un coup, quelque chose de très sombre est tombé sur ce pays. Ce qui est vrai en partie, sur des privations de liberté énormes et tout ça. Sauf que les raisons qui ont permis en fait la montée de l'islamisme, elles s'expliquent, elles sont complexes et il y a plein de choses à raconter. Je pense que c'est important d'avoir de la nuance dans cette histoire. Je ne suis pas non plus en train de dire que
les islamistes, ce qu'ils ont fait, c'est super, et que le fait qu'ils aient pris le pouvoir, c'est génial, et qu'ils aient instauré un régime théocratique, c'est génial, et que de toute façon, c'est justifié par l'histoire, etc. Absolument pas. Mais je pense qu'on peut être opposé à deux types de régimes. On peut ne pas forcément prendre parti pour l'un ou l'autre. Ouais. Mais en tout cas, vraiment, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vraiment essayer de comprendre comment on en est arrivé là et essayer d'humaniser un peu les Iraniens, parce que je pense que c'est quelque chose qui manque notamment dans le film Argo, mais en général, et notamment dans les médias américains. Donc, il doit mener la mission de nationalisation du pétrole à bien. Donc, autant te dire que les Occidentaux sont extrêmement, extrêmement inquiets. Le gouvernement britannique ne veut pas lâcher le traité existant. Il considère la nationalisation du pétrole comme un vol, pour dire à quel point ils sont chez eux. Toute l'histoire récente, mais pas récente, du XXe siècle, du XXe et XXIe siècle au Moyen-Orient est extrêmement liée à la question du pétrole et à l'ingérence des Occidentaux. Mais exactement, complètement. Encore très récemment avec le Venezuela. Ouais, bien sûr. Et le gouvernement britannique veut même attaquer l'Iran. Il commence à installer des troupes à Chypre. Et aussi, en parallèle de ça, ils saisissent la Cour internationale de justice de La Haye en 1951 pour protester donc contre la nationalisation du pétrole iranien. Ils perdent la Cour internationale de justice qui dit c'est quand même leur sol. Et qui dit de toute façon c'est pas à nous, on s'occupe pas de ce genre de problème quoi. Et le Shah finalement dit aux Britanniques attention, si vous attaquez, moi je vous envoie l'armée. Donc finalement ils le font pas. En attendant, la rumeur court que Mossadegh, le Premier ministre donc, veut signer un accord avec l'URSS. On est en pleine guerre froide. Les Américains se disent c'est pas possible. Il nous faut un plan pour éviter ça. Et donc, il demande au Shah de démettre Mossadegh de ses fonctions. Et en échange, le Shah aura tout le soutien des États-Unis par la suite. C'est l'opération Ajax, qui n'a rien à voir avec... Ajax fête des fleurs. Exactement. Le Shah exécute la mission, il renvoie Mossadegh. Il envoie une note à Mossadegh pour l'informer du fait qu'il est viré via un émissaire, mais ça tourne mal puisque Mossadegh fait arrêter l'émissaire. Il n'a pas reçu le message du coup. Exactement. Mais cela dit, Mossadegh à ce moment-là, il commence à être un peu flippé parce que lui, il pensait vraiment pas il savait que c'était techniquement possible que le Shah puisse le démettre de ses fonctions. En fait, c'est toujours pas clair si c'était possible constitutionnellement parlant. Mais en tout cas, il pensait que c'est une possibilité, mais que le Shah ne ferait jamais ça. Comme l'émissaire est arrêté, le Shah prend peur et il s'enfuit à Rome. Franchement, quand je regardais les images du Shah avant, le Shah jeune, j'étais là, mais on dirait que le mec, il a été mis là, mais qu'en fait, il a rien demandé à personne. En fait, c'était ça que Ben Affleck aurait dû jouer. Exactement. Il a l'air tout mignon, tout perdu, machin. Tu vas voir qu'après, les choses changent. Même les Américains, ils sont là, non mais il s'est vraiment barré en Italie. Non mais il est vraiment relou, quoi. Ils sont vraiment saoulés, quoi. Le lendemain, Mossadegh annonce à la radio la tentative de coup d'État. Des manifestations éclatent dans tout le pays. Et donc il a une énorme influence sur le peuple. Énorme influence. De toute façon, il a été élu, donc... Exactement. Et le peuple a appris que le Shah était parti. Ils en profitent pour déverser leur haine de la monarchie. Mais il se trouve que le Shah avait donc désigné un successeur pour remplacer Mossadegh, qui s'appelle Zaidi. Et Zaidi, il ne se laisse pas démonter. Il publie la preuve de sa nomination dans les journaux. Il prend en photo la note qui dit que maintenant il est censé être Premier ministre. Il met ça dans les journaux. Donc lui, il considère que c'est bon, là. Ouais. Et donc là, des manifestations pro-Shah sont organisées. Donc il y a les deux types de manifs. Mais les choses tournent mal pour Mossadegh parce que l'armée se retourne contre lui. Les religieux appellent à soutenir le Shah. Des affrontements éclatent devant la maison de Mossadegh, qui réussit à s'enfuir, mais il est ensuite arrêté, poursuivi en justice et assigné à résidence jusqu'à sa mort. Oui, donc c'était quand même très divisé aussi dans le pays, quoi. Il y avait les deux camps qui s'opposent pour différentes raisons, qui s'alignent peut-être parfois sur des questions de génération. J'ai oublié de dire un truc hyper important dans l'intro, c'est que je suis allée en Iran. Oui. En fait, j'ai passé 3 semaines en Iran. Pas à cette époque. Non, pas du bien tout. Plus tard, en 2016. Ouais. En 2016, je suis partie en Iran, passer 3 semaines. Je suis allée à Téhéran, Ispahan, Shiraz, plein de villes. Et en fait, bien sûr, dans les grandes villes, les jeunes sont très tournés avec Internet vers l'Occident, etc. Mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de personnes très religieuses avec les tchadors, etc. Et bien sûr, quand on va dans les zones plus rurales, que moi, j'avoue, j'ai pas vu, c'est beaucoup plus religieux encore. Ouais. Donc, on peut pas résumer l'Iran à un seul type, un seul mouvement. Mais en fait, même jusqu'au bout, même jusqu'à la révolution iranienne où tu vas voir, c'était pas un monolithe, quoi. Les Iraniens n'étaient pas genre tous pour un régime théocratique, etc. C'est vraiment, ça a toujours été un pays divisé, comme en fait
beaucoup de pays. Et donc, c'est ce qui se passe pour Mossadegh, qui est donc assigné à résidence jusqu'à sa mort. À ce moment-là, le Shah peut revenir en Iran et il revient en roi littéralement. Il prend les pleins pouvoirs. Cette fois-ci, il ne sera pas un gouvernant de papier. Il a le soutien total des Américains qui lui disent « Tant que tu es de notre côté, on te donne ce que tu veux. » Et donc, les Occidentaux peuvent continuer de s'enrichir sur le dos des Iraniens. Tout va bien. En 1957, le Shah crée la SAVAK. La SAVAK, c'est un service de sécurité intérieure, une police secrète, formée par la CIA. Les méthodes sont atroces. Les Iraniens sont terrorisés par la SAVAK. Les agents de la SAVAK se glissent partout. Donc, en fait, tu ne peux même pas critiquer le gouvernement parce que tu ne sais jamais si à côté de toi ou si la personne à qui tu parles est un agent de la SAVAK. Et quand les gens sont arrêtés, ils disparaissent pendant au moins des mois, voire pour toujours. Torturés, c'est affreux ce qu'ils racontent, c'est vraiment affreux. Donc, c'est pour ça que quand les gens disent « la révolution islamique, mon Dieu, Khomeini, c'est vraiment un monstre », ouais, mais le Shah était un monstre absolu, quoi. En 1962, le Shah lance la Révolution blanche. C'est un plan de modernisation du pays. Fun fact, les Américains lui ont dit d'appeler ça la Révolution blanche parce que tu sais, il y a les rouges, les communistes, et ils trouvaient ça bien de mettre par contraste, Révolution blanche. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes dans cette révolution. Lutter contre l'illettrisme, libérer les femmes. Et donc là, il s'agit de leur donner accès au droit de vote avec le suffrage universel. Elles ont beaucoup plus de droits qu'avant, droit à l'avortement, etc. Donc, c'est des choses intéressantes. Ça s'appelle Révolution, mais c'est vraiment une sorte de plan de modernisation du pays. Exactement. Sur le papier, ça a l'air plutôt bien, ça. Sauf que ça s'accompagne d'un plan de privatisation des industries. Et les classes populaires s'appauvrissent encore plus. C'est vraiment terrible. Et en fait, on est sur du pur libéralisme un peu sociétal, mais aussi surtout économique. Et aussi, même sur la libération des femmes, en fait, il faut savoir qu'il y a des policiers qui arrachent les voiles des femmes dans les rues. La marche forcée, quoi. C'est l'inverse, en fait. C'est l'inverse d'aujourd'hui. C'est absolument l'inverse d'aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une petite star à nous mettre là dans l'histoire? Là, j'avoue que pour l'instant, on n'a pas trop de star. On arrive dans vraiment le dark. On est vraiment dans le dark pour l'instant, je suis désolée. Historique. Mais vous inquiétez pas, on arrive bientôt à Khomeini, qui est un énorme star. D'accord. Avant d'être un mec vraiment un dictateur horrible, c'est vraiment une star. Un chanteur? Non, c'est pas un chanteur. Mais en fait, de fait, il devient une star politique, mais il devient une star. D'accord. Le Shah assoit encore son pouvoir les années qui suivent. Il commence à devenir vraiment très mégalo. Là, c'est plus le petit, la jeune brebis un peu innocente. Il a roulé sa bosse. Ah, il a roulé sa bosse. Il dépense de plus en plus d'argent pour des trucs absurdes. Il commande aux États-Unis une quantité impressionnante d'avions, de chasse, d'armes, etc. Même les Américains, ils disent, mais pourquoi il dépense tout l'argent là-dedans? C'est trop bizarre, c'est vraiment pas un truc important. Mais le but, c'est de montrer la grandeur de l'Iran, d'asseoir son pouvoir. En 1971, il organise une fête gigantesque pour les 2500 ans de l'Empire perse. Des dirigeants, des chefs d'entreprise font le déplacement. Les sommes dépensées sont astronomiques. Tiens-toi bien, il fait même importer 15 000 oiseaux pour que les gens se réveillent le matin au son des oiseaux qui chantent. Sauf que c'est des oiseaux qui ne sont absolument pas adaptés au climat local, ils vont tous mourir. Oh l'enfer. Enfer sur Terre. Oh le boulet. En faisant ça, en fait, il nourrit son rayonnement à l'international. Par contre, le peuple doit détester. Exactement. Des millions d'Iraniens meurent de faim. Ils n'ont rien à bouffer. Quand tu parlais du moment où il a fui à Rome et que le peuple s'est un peu rebellé contre la monarchie, en fait, je me faisais la réflexion que pour perdurer dans la monarchie, il faut être très bon en RP, quoi. Et en fait, c'est tout le succès de la couronne britannique, c'est de se faire apprécier, de faire que les gens ils achètent des mugs avec la tête de la reine et tout. Et justement, utiliser le Premier ministre comme une sorte de fusible ou un truc qui, en gros, le politique, tous les problèmes. Si vous avez des problèmes, c'est eux. Et par contre, aimez votre super reine. C'est ça. Par contre, les gens, quand même, sont peu dupes sur l'influence du Shah parce que lui, il a les pleins pouvoirs. C'est pas... En fait, ça n'a rien à voir avec, pour le coup, la monarchie britannique qui n'a en vrai aucun pouvoir politique. Voilà. Là, lui, c'est très très clair. Tout le monde sait que la SAVAK, c'est le Shah. Enfin, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est lui qui a les pleins pouvoirs et c'est plutôt les premiers ministres qui sont des marionnettes. Un des plus grands opposants de la Révolution blanche, c'est Khomeini. C'est un ayatollah, donc en fait c'est une autorité religieuse. Khomeini commence à devenir de plus en plus populaire au sein du mouvement religieux. Au début, c'était pas le cas, mais il commence à devenir de plus en plus populaire, et notamment au moment de la Révolution blanche, il prononce des discours révolutionnaires. Chaque année, les chiites commémorent la mort de l'imam Hussein, qui a été tué par le calife Yazid et son armée. Et donc, il fait cette analogie-là dans ses discours, Khomeini.
Il fait l'analogie entre le martyre de Hussein et le sort du peuple iranien, et donc entre le calife Yazid et le Shah. Ok. Et il dit, le régime du Shah est fondamentalement opposé à l'islam. Ah oui. Après un de ses discours, il est expulsé du pays. Il va se rendre en Irak. Il est en exil en Irak. On avance jusqu'à l'été 1977. Ok. La mairie de Téhéran tente d'arrêter le développement des bidonvilles. Parce que les gens s'appauvrissent, ils construisent des trucs un peu n'importe comment. Des manifestations éclatent. À l'automne, les étudiants commencent aussi à manifester contre la hausse des tarifs de bus. Et ensuite, la contestation s'étend aux intellectuels et aux groupes politiques, qui publient des lettres ouvertes, des communiqués, qui organisent des réunions. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, les manifestations sont laïques. L'hiver 1978, donc quelques mois, à peu près 6 mois après le début de la contestation, les chefs religieux commencent à envoyer leurs fidèles dans les rues pour manifester. D'accord. C'est là qu'ils rejoignent un petit peu le mouvement. Progressivement, les mosquées deviennent des centres d'opposition. Les prédicateurs font des discours de plus en plus politiques. Et donc les gens se rassemblent pour écouter ça. Ouais. Les dirigeants religieux et laïcs, au début, sont unis pour lutter contre le Shah. Et notamment, ils organisent une manifestation de masse dans la ville de Tabriz, à l'ouest, vers la Turquie. Ok. Le Shah impose l'état de siège. Mais les forces de sécurité sont dépassées, elles n'arrivent pas à écraser les manifestations, enfin en tout cas les étouffer. Ouais. Il y a énormément de morts, hein. C'est absolument affreux, une tragédie. Mais quand même, la population se rend compte que finalement, ils sont plus forts que ce qu'ils pensaient et que peut-être ils vont pouvoir renverser les choses. Les manifestations commencent à suivre un protocole. Chez les musulmans, on rend hommage aux morts les 1er, 3e, 7e et 40e jours après le décès. Ouais. Les manifestations commencent à se structurer sur cette base. Les Iraniens organisent des grands rassemblements, des manifestations pour commémorer ceux qui ont été tués par les forces du régime. Le jour de la cérémonie, les imams font des prêches politiques. Les rassemblements se transforment donc en grosses manifs. Ça finit par des affrontements avec les forces de sécurité. Ça fait de nouveaux morts. Et donc, les nouvelles victimes vont être commémorées ensuite, les 7e, 40e jours, etc. Ouais. Et donc, ça commence à suivre ce cycle-là. Les Iraniens organisent aussi des commémorations et donc des manifestations pour les morts d'autres villes. Donc, ça commence comme ça à se propager dans tout le pays. Mais du coup, au bout d'un moment, il y en a tous les jours, quoi. Il y en a quasiment tout le temps. Parce que ça se décale. Exactement. En août 1978, c'est le Ramadan. Ouais. Et ça coïncide avec l'anniversaire de la mort de l'imam Ali qui donne lieu à des défilés religieux. Les manifestants laïcs et religieux à ce moment-là fusionnent en un seul groupe parce que même les manifestants laïcs sont quand même en général musulmans et donc ils observent le Ramadan. Toujours ce même mois, le 19 août, 400 personnes sont délibérément brûlées dans un cinéma. Oh, mais par qui ? Le gouvernement accuse les partisans de Khomeini, qui est toujours en exil. L'opposition accuse la SAVAK. Ouais. Les responsables ne sont jamais identifiés. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le peuple iranien est extrêmement choqué de cette histoire. Ouais. Le 4 septembre, pour la fin du Ramadan, une grande manif est organisée à Téhéran. Normalement, c'est un moment de fête, mais là, les hommes font des prières collectives, les femmes portent des tchadors noirs pour symboliser le deuil. Et dans le communiqué final, les manifestants exigent explicitement le retour d'exil de Khomeini. Okay. Mais ils ne demandent pas l'établissement d'une république islamique. Ils demandent juste qu'ils reviennent. Ouais. Les manifestants se donnent rendez-vous pour le vendredi suivant. Et donc on est le 8 septembre, l'ampleur du cortège est sans précédent. Les forces de sécurité, encore une fois, ouvrent le feu. Et c'est tellement un carnage qu'ils appellent cette journée « Vendredi noir ». Ouais. Là, les Iraniens maudissent ouvertement le Shah. Des graffitis couvrent les murs. Il faut savoir qu'en Iran, il y a des espaces avec vraiment des mètres et des mètres et des mètres de murs blancs. Ouais. Donc évidemment, c'est un super espace pour les graffitis. Et normalement, il y avait écrit dessus « Longue vie au Shah ». Il remplace ça par « Mort au Shah ». Et il y en a qui écrivent le mot « Shah » à l'envers, etc. Les laïcs commencent à se dire « Ouais, les chefs religieux sont assez efficaces. Ils sont efficaces pour rassembler les masses, organiser des manifestations à grande échelle. » Et au début, ils se disent, de toute façon, les islamistes sont nos camarades, ils veulent renverser le Shah comme nous. Et ils n'imaginent pas une seule seconde que la monarchie puisse être remplacée par un régime théocratique. Pour eux, la religion, c'est une affaire privée. Ils se disent, on se sent pas du tout menacé par le clergé, quoi. Ils s'attendent à quoi ? À ce que le régime soit renversé et que des élections soient mises en place et contrôlées et tout ça. Mais exactement.
Ouais, en fait, le problème, c'est que les changements de régime, c'est toujours très casse-gueule, quoi. C'est un moment où tu sais vraiment pas où tout peut se passer, quoi. Et c'est vrai que ça arrivait plein de fois qu'il y ait des révolutions, même récemment les printemps arabes, etc. Et en fait, ça donne pas du tout ce qu'on s'imagine à la base. Ouais. Et à ce moment-là, il y a plein de factions différentes. Il y a des modérés, il y a des marxistes, il y a donc les islamistes, etc. Il y a énormément de factions différentes qui au début s'unissent parce qu'ils ont une ambition commune qui est de lutter contre le Shah et de le faire tomber. Mais effectivement, le problème, c'est que ça peut mal tourner. Mais au début, c'est un saut dans le vide, quoi. Un saut dans le vide. En octobre 78, Khomeini quitte l'Irak pour Paris. Tu savais ça qu'il était à... Alors, je sais pas comment ça se prononce, mais je crois que c'est ça. Neufle-le-Château, près de Paris. Non, T'as pas entendu parler de ça ? Cet endroit. Il établit sa résidence là pendant 4 mois. Okay. Parce que l'Irak, comme c'est le bordel en Iran, ils ne veulent plus de Khomeini chez eux. Ouais. Ils ne veulent plus de Khomeini chez eux, ils le renvoient. Et à ce moment-là, il est question que peut-être il a eu en Égypte. En fait, on ne sait pas encore où il peut aller. Et on lui conseille de partir en France parce que là-bas, il aura accès aux médias. Et là, il devient le centre de l'attention des médias internationaux. Tous les médias, donc évidemment les médias français, mais la BBC, les médias américains, tout le monde arrive chez Khomeini. Et c'est un truc de fou, c'est qu'ils sont tous les jours devant chez lui. Et ses discours sont propagés non seulement au monde entier, mais aussi à l'Iran. Qu'est-ce qui justifie cet attrait des médias occidentaux ? Parce que c'est une révolution en Iran, c'est la folie, personne ne sait ce qui va advenir. Khomeini est vu comme un héros de l'opposition par les Iraniens, et tout le monde est fasciné par ce grand personnage. En fait, il y a un truc aussi, je trouve, avec l'Iran dont on a peut-être, je sais pas, peut-être moins conscience ces dernières années parce que justement le pays s'est un peu coupé de la diplomatie internationale. Ouais. Mais c'est un très grand pays en fait. Au-delà du pouvoir, du pétrole et tout ça, c'est aussi un grand pays, même en superficie, en population. Enfin, donc c'est quelque chose qui compte. C'est pas... C'est un grand pays. C'est un pays qui a accès au Golfe Persique, donc extrêmement important stratégiquement, qui est entre l'Irak, l'Afghanistan, l'URSS, etc. Donc qui est placé vraiment stratégiquement. Et avec des élites culturelles à l'époque qui sont influentes dans le monde entier. Exactement. Ouais. Et donc Khomeini fascine. C'est un homme à ce moment-là qui est déjà un peu vieux quand même et qui est quelqu'un de très calme. Il ne parle qu'en persan, il ne parle pas en anglais, il ne parle qu'en persan. Il a un traducteur qui fait le relais pour les médias occidentaux. Et donc tous les jours, il parle du Shah, de pourquoi est-ce qu'il est opposé au Shah, de l'importance de l'islam, etc. Et tout ça est relayé quotidiennement par les médias occidentaux. Et ensuite, forcément, le peuple iranien a accès à tout ça parce que ils vont recevoir des cassettes avec les discours de l'ayatollah. Et donc, il commence même de l'extérieur, à vraiment prendre de plus en plus d'ampleur dans la révolution. Petit à petit, en Iran, les organisateurs encouragent les manifestants à crier des slogans pour une république islamique. À ce moment-là, on est à un moment où vraiment il y a une grève générale qui paralyse tous les secteurs de l'économie. Et donc, des groupes de bénévoles commencent à s'organiser pour fournir des services à la population, notamment distribuer de l'essence. Et les manifestants remplacent peu à peu les organes de la monarchie. Et d'ailleurs, c'est ces groupes de bénévoles qui deviendront plus tard vraiment les organes révolutionnaires et les organes du gouvernement, puisqu'ils commencent déjà à prendre leur place. Quoi. Exactement. En décembre, donc, c'est le Muharram, le premier mois du calendrier musulman. Et donc, il y a des festivités normalement qui sont organisées à ce moment-là. Et donc, il y a des marches de rue qui ont lieu. Mais là, en ce moment, de toute façon, à ce moment-là, tout dégénère en manifestation. Les religieux, comme c'est une fête religieuse, les religieux servent du thé à 10 000 personnes. Et le 10e jour, donc on appelle Ashura, ils demandent aux manifestants de crier des slogans à connotation religieuse et politique. Tous les jours, c'est Ashura. Et partout, c'est Karbala pour faire référence à la mort de l'imam qu'ils commémorent chaque année. Et donc, ils font l'analogie entre l'autosacrifice de Hussein et le martyre des manifestants tués lors des manifestations. La contestation à ce moment-là atteint son apogée. Le Shah flippe de ouf. Il quitte l'Iran pour une période indéterminée. Au départ, indéterminée. Il dit qu'il va revenir. Il va d'abord en Égypte. Ensuite, il va au Maroc. Il va au Mexique. Et ce qu'il y a, c'est qu'au début, les Américains ne veulent pas l'accueillir. Parce qu'ils ne veulent pas envoyer un signal. Ils ne veulent pas se mettre à dos les Iraniens aujourd'hui, les révolutionnaires iraniens. Ils sont, les Américains, extrêmement flippés de la situation. Déjà, ils ont perdu un allié de taille.
Et il se retrouve avec un mec hyper encombrant sur les bras. Et à l'époque, il y a beaucoup de ressortissants américains sur le territoire iranien. Oui, alors il y a énormément de gens évidemment qui quittent au moment de la révolution. Ils sentent que ça commence Oui. Énormément de personnel aussi, d'ambassades, d'entreprises, etc. Il y a beaucoup de gens qui venaient faire des affaires avec le Shah. Bah ouais. Et donc Jimmy Carter a peur qui est donc président à l'époque, a peur des conséquences s'ils accueillent le Shah aux États-Unis. Ouais. Et le directeur des affaires iraniennes au département d'État, Henry Precht, dit plus tard « J'ai écrit un mémo qui disait « Si le Shah est admis aux États-Unis, le personnel de l'ambassade risque d'être pris en otage. » Visionnaire, le mec. Ouais, il avait senti le coup. Finalement, le Shah annonce qu'il est malade. Et en fait, c'est vrai. Il est gravement malade. Il a un cancer très avancé. D'accord. Et donc, il est enfin admis aux États-Unis, où il se fait soigner d'un cancer. Donc, les révolutionnaires ont gagné. Khomeini peut rentrer en Iran après, je vais pas dire des bêtises, mais je crois 13 ans d'exil. D'accord. Il rentre en héros. Ouais. Mais quand je dis en héros, il faut voir les images. C'est Johnny Hallyday, quoi. Non, mais c'est un truc de fou. C'est vraiment, mais t'as tous les Iraniens, que des hommes. J'allais exactement poser cette question. C'est hallucinant de voir que c'est quasiment que des hommes. Tu te souviens si Marjane Satrapi a vécu ce moment? Elle était déjà Marjane née Satrapi, elle a vécu, elle raconte au tout début du film, quand elle était petite. Ouais. Et ses parents... Mais elle était déjà née, donc. Elle était déjà née. Au moment où il revient. Voilà, et elle entend ses parents qui disent « C'est quoi cette histoire ? La révolution est en train de nous échaper, elle est en train de partir parce que ses parents étaient à gauche, elle est en train de partir... elle est en train de tourner à l'islamisme, on ne sait pas bien. » Et donc, suite à ça, elle est carrément présente encore en Iran au début, quand on impose le voile, etc. Et ensuite, ils décident de s'exiler, quoi. Ouais. Les révolutionnaires installent un nouveau cabinet civil dirigé par Shapur Bakhtiar. C'est un dirigeant libéral du Front national iranien, un mec plutôt modéré, qui a refusé de s'allier à Khomeini. Et pendant ce temps, Khomeini est aussi institué comme ayatollah et il installe son propre premier ministre, Mehdi Bazargan. Et donc à ce moment-là, il y a 2 premiers ministres en Iran, pour dire à quel point c'est un bordel pas possible. Les groupes laïcs ne veulent pas que ça se termine de cette manière, la révolution. Ils se disent on ne veut pas que ce soit volé par les religieux. Ils disent le problème, c'est que si on met un régime théocratique, en fait, on ne va pas changer les fondations du pouvoir. Et ce qui a fait que le régime du Shah était aussi horrible, là, ça va être la même chose, une verticalité, ça va être affreux. À ce moment-là, c'est la folie en Iran. Les gens se rassemblent et parlent de politique tout le temps. Ça crée même des bouchons parce que des fois, il y a des gens qui vont parler d'une fenêtre à l'autre et ils vont s'arrêter et sortir de la voiture et discuter. C'est extrêmement animé. Les gens vont à des conférences où ils écoutent les héros de la Révolution qui ont été torturés dans les prisons de la Savak. Ils lisent des livres, des journaux. Il y a une grande qualité intellectuelle à ce moment-là des articles. Ouais. Et d'ailleurs, les Iraniens sont un peuple très cultivé. Je l'ai senti, moi, donc, en allant en Iran, ils sont extrêmement calés sur ce qui se passe dans le monde. Sur le campus de l'université de Téhéran, il y a des milliers de personnes qui se rassemblent pendant la journée et même la nuit pour débattre de politique. C'est littéralement nuit debout, quoi, le truc. Et donc, c'est un âge d'or pour les intellectuels iraniens. La popularité des chefs religieux, à ce moment-là, diminue. Ça commence à leur échapper. Les chefs religieux blâment l'occidentalisation de leurs opposants pour discréditer leurs idées. Et sur les affiches, ils les représentent comme des pantins ou des marionnettes manipulées par des puissances étrangères. Les gauchistes sont de plus en plus populaires dans les milieux intellectuels, dans la fonction publique et même dans le secteur industriel. Donc le clergé doit lutter pour maintenir son pouvoir. Et ce qu'ils font, notamment dans la fonction publique, c'est qu'ils vont discréditer les individus qu'ils veulent évincer en sortant des dossiers sur leur soutien au Shah. On arrive à la fameuse prise de l'ambassade, la prise d'otage de l'ambassade américaine par des étudiants en novembre 1979. Et en fait, ce moment-là va aider les fondamentalistes religieux à consolider leur pouvoir. Et alors, c'est des étudiants plutôt de quel bord ? Islamistes. Complètement côté Khomeini. À ce moment-là, ce qui permet aux religieux de reprendre un peu du poil de la bête, c'est qu'ils ne sont plus perçus comme des réactionnaires, mais à nouveau comme des révolutionnaires. Parce qu'avec la prise d'otage, le peuple commence à voir la crise comme la seconde étape de la révolution. La première a fait tomber le Shah, la deuxième vise à affronter les États-Unis, qui est donc le grand Satan. Alors, en septembre 1979, 5 étudiants se réunissent, menés par un étudiant, Ebrahim Askarzadeh. Ebrahim dirige un groupe étudiant qui vise à contrer l'influence des Moudjahidines du peuple, encore une autre faction, plutôt marxiste. 2 étudiants veulent prendre d'assaut l'ambassade, au début l'ambassade soviétique, parce qu'ils disent l'URSS est marxiste et donc contre Dieu. 2 autres étudiants dans ce groupe de 5 considèrent que non, il faut prendre l'ambassade américaine.
Ça aurait pu tourner totalement Ça joue à différemment. pas grand-chose. Ah ouais. Le but était de prendre des otages, de prendre des Américains en otage pendant quelques heures ou quelques jours maximum et d'en profiter pour diffuser un message au monde entier. Khomeini n'a pas été mis au courant du plan. Par contre, ils se revendiquent de Khomeini. En tout cas, ils disent que ce sont des islamistes qui sont du côté de Khomeini. Mais Khomeini n'est au courant de rien. Le 4 novembre, à 6h30 du matin, les meneurs réunissent plusieurs centaines d'étudiants et les informent du plan. Et ils se dirigent vers l'ambassade. Et là, je vais citer un garde de l'ambassade, William Gallegos, qui dit « Tôt ce matin-là, j'effectue des vérifications de sécurité au premier étage. Je regarde par la fenêtre et je vois des milliers de gens de l'autre côté du portail. Ils ne crient pas, ils marchent, ils parlent. Mais on pouvait percevoir un bourdonnement étrange dans l'air, même à l'intérieur de l'ambassade. Il faut savoir que quelque temps avant, il y avait eu une petite intervention déjà, une occupation de l'ambassade américaine par des manifestants. Finalement, ils avaient changé d'avis parce qu'il y a eu des petites tractations et donc ça a duré seulement quelques heures. Donc ils ont déjà vécu ça, donc ils se disent c'est pas ouf, mais si ça se produit à nouveau, ça va pas durer très longtemps et on va de nouveau être relâché. Et aussi, il y a ce truc qu'une ambassade, c'est censé être le territoire d'une autre puissance. Enfin, là, c'est littéralement le territoire américain. Les Américains, quoi. Ouais. Donc les étudiants arrivent avec des pancartes. Et il y a des pancartes qui disent « N'ayez pas peur, on veut juste faire un sit-in ». Comment les choses tournent mal après. C'est quand tu vois ce genre de pancarte, faut se méfier, je pense. Faut se méfier. Il y a ce que tu as dit avant, c'est il y a une situation à peu près similaire qui est déjà arrivée peu de temps avant. Exactement. Donc en fait, tu dis bon, ils vont nous refaire le coup de l'autre fois. Ils vont nous refaire le coup. Peut-être t'as un peu plus flippé la première fois, là tu te dis Enfin, de avoir débat, dans le groupe, il y en a peut-être qui flippent plus que d'autres. Tout à fait. Et aussi, il faut se dire, et je pense que nous, on a cette impression, et c'est ce que le film renvoie comme idée, que c'est donc les méchants iraniens, une horde d'Iraniens déchaînés. Pour les gens qui vivent sur place, les Iraniens, c'est des gens qui côtoient tous les jours. Et donc, je pense aussi que peut-être au début, tu te dis, c'est pas des gens qui nous veulent du mal. Enfin, tu vois, ça fait des années qu'on les côtoie. Et donc, ils disent, les étudiants, au début, on ne vous veut pas de mal. Mais petit à petit, la foule grossit. Et des étudiants réussissent à passer le portail. En fait, il y a, au-delà des risques individuels, le problème, c'est que les employés de l'ambassade, ils ont aussi un devoir vis-à-vis des États-Unis. Il y a quand même une forme d'agression diplomatique, quoi. Ah, exactement. Donc, même si tu te dis, on risque rien personnellement, même si tu penses ça, tu peux pas dire, ah, c'est cool, on va les laisser faire, ou machin, ou on leur donne le micro, ou je sais pas quoi. Non, enfin, tu dois défendre les intérêts des États-Unis. C'est ça, c'est des diplomates. Ouais. Et en même temps, les individus sont des individus qui ont fait le choix d'aller vivre en Iran, etc., et qui ont eux-mêmes des convictions politiques, des choses comme ça, qui ne sont pas forcément totalement alignées avec les États-Unis. Ils ont une compréhension de la situation politique iranienne normalement beaucoup plus poussée que l'américain moyen, en tout cas. Exactement. Après, il y en a qui sont arrivés plus ou moins récemment, il y en a qui sont arrivés il y a quelques années, il y en a qui sont arrivés il y a juste quelques mois. C'est comme toi qui étais intéressé à l'Iran quand tu faisais tes études et tout. Par ton parcours de vie, tu aurais très bien pu te retrouver dans l'ambassade de France aux États-Unis. Bien sûr, et tout en étant pro-iranienne. Il n'y a plus d'ambassade de France en Iran. En France, oui. Si les Américains, il n'y a plus, mais il y en a toujours une. Oui, il y a toujours une diplomatie française en Iran, il y a une ambassade. En ce moment, peut-être la situation est compliquée. Oui, mais elle est toujours... elle est compliquée depuis longtemps, il y a des hauts et des bas, mais il y a toujours une ambassade. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve qu'on parlait au tout début des films historiques, c'est que parfois quand on raconte l'histoire, en fait on raconte l'histoire comme des interactions d'idées, etc. Et on a tendance à sortir l'individu et le point de vue individuel des situations. Or, ça a une très grande importance. C'est marrant parce que les trucs des changements de régime, ça me fait penser aussi à... Notamment dans la littérature française du 19e siècle. C'est une période en France où il y a eu énormément de changements de régime. J'ai lu il n'y a pas longtemps L'éducation sentimentale. Mon livre préféré. Et dedans, il se passe des trucs où clairement tu suis des personnages où il y a une révolution du jour au lendemain avec un changement de régime. Et en fait, tu suis les choses par les points de vue des individus. La richesse du point de vue des individus, c'est plein de trucs. En fait, tu peux avoir des histoires affectives, de la famille, des histoires de cœur, de machin, et tout se mélange. C'est pas la grande histoire et des pions au milieu. Les gens ont des... Oui, on a tendance à être avoir tellement un point de vue macro quand on étudie l'histoire qu'on en oublie effectivement que c'est des individus avec des vrais sentiments, etc. C'est pour ça que moi je suis toujours un petit peu...
j'ai toujours énormément d'empathie. En général, dès que je m'intéresse à l'histoire de quelqu'un, sauf bien sûr, il y a des fois des monstres, mais enfin, la plupart du temps, les gens ne sont pas des monstres. Et donc, même s'ils font un métier que j'aime pas, que j'apprécie pas, etc., je me dis quand même, c'est des gens. Et c'est vrai que c'est un peu cliché de dire, oui, mais c'est des gens qui ont une famille, etc. Mais en vrai, je suis désolée, mais quand tu imagines que ces gens-là ont une vie, c'est ça. Avec des gens qui les aiment, que c'est des gens qui ne sont pas toujours mal intentionnés, c'est terrible de voir que même s'ils représentent une institution qui est extrêmement néfaste, c'est toujours plus complexe que ça. Et donc c'est ça que je voulais dire avec le cinéma sur des événements historiques, c'est que même si la véracité historique n'est pas toujours très bien rendue, en revanche, ça donne la possibilité de montrer les points de vue individuels et de se projeter dans des situations par... Qu'est-ce que ça ferait si j'étais dans cette situation, ou si je m'identifiais à un personnage qui a ses propres préoccupations. Et donc, on va y venir tout à l'heure pour Argo, dans pas très longtemps. C'est vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'on humanise certaines personnes et pas d'autres. Ouais, exactement. Mais je suis tout à fait d'accord. Pour moi, il faut vraiment humaniser tout le monde. Il faut réussir à, autant que possible, rentrer dans la psychologie des personnages. Mais c'est comme ça aussi qu'on s'identifie, qu'on peut... comprendre une histoire. Et effectivement, ça c'est un grand biais négatif du cinéma américain, d'humaniser les personnages principaux et de mettre face à eux une sorte de horde de zombies indéfinis, quelque chose de fondateur dans le cinéma américain, parce que le western, ça a été énormément ça. C'est-à-dire que tu as des cow-boys héros qui font face à des personnages indiens qui sont pas du tout humanisés. Alors ça finit par être un petit peu le cas avec quelques films, mais tout le cinéma hollywoodien s'est construit sur cette représentation du monde et de l'histoire. Et la colonisation repose vraiment toujours sur cette idée-là. Sur une altérité informe qui n'est que des chiffres. C'est-à-dire qu'on va dire, il y a eu des milliers de morts, des machins. Mais en fait, chacun, ils ont leur vie, leurs trucs, leurs préoccupations, leur nom. Donc, le personnel de l'ambassade, et ça c'est montré dans le film, essaye de déchiqueter le plus de documents possible, de documents confidentiels. Donc ça, c'est vrai. Et 6 personnes, donc, à ce moment-là, réussissent à s'échapper et sont hébergées par des diplomates canadiens, comme je l'ai dit au tout début. Ça va être l'objet du film. Ça, c'est vrai. Exact, ça c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Au début, ils vont même pas tout de suite chez les Canadiens, ils vont d'abord chez les Britanniques, etc., puis ils terminent chez les Canadiens. Au début, Khomeini veut faire expulser les étudiants. Ça, c'est intéressant, parce que donc il n'était pas prévenu du truc. Il dit, quoi ? C'est quoi ce bordel ? C'est quoi cette prise d'otage ? C'est mort. Ça va mal tourner. Ouais. Et il veut faire expulser les étudiants, mais c'est son fils qui le convainc de les soutenir. Il dit, regarde, il se revendique de ton bord politique. Et en plus de ça, ils se rendent compte que c'est extrêmement populaire. À peine la prise d'otage est effectuée que vraiment, les gens prennent parti pour les preneurs d'otages. Et donc Khomeini, il dit, attends, je peux pas les lâcher. Et en fait, il faut que je les soutienne. Il publie une déclaration le soir même qui soutient l'occupation. Et il appelle ça donc la seconde révolution. Okay. Les militaires et le personnel de l'ambassade ont les yeux bandés. Ils sont paradés devant les photographes. J'imagine que c'est vraiment extrêmement flippant. Les étudiants exigent 2 choses pour relâcher les otages. 1, que les États-Unis renvoient le Shah en Iran, puisque donc là, à ce moment-là, le Shah est donc en Iran, en train de se faire soigner. Il y a combien d'otages à peu près là ? Il y a 52 otages. Alors, à la fin, parce que je vais t'expliquer 2 petites choses. Mais d'abord, ils disent, on veut 2 choses. Les États-Unis renvoient le Shah en Iran. Ils ont en fait très peur d'une chose, parce qu'ils ont déjà vécu, ou en tout cas, ils ont entendu parler, parce qu'ils sont beaucoup trop jeunes, mais ils ont entendu parler du coup d'État de 53, et ils se disent... Le problème, c'est que les Américains vont encore fomenter un plan et nous remettre le Shah. À ce moment-là, ils pensent que le Shah n'est pas vraiment en train de mourir, que tout ça, c'est une ruse. Et donc, ils ont peur. Ils disent, on veut que le Shah soit renvoyé en Iran, qu'on le poursuive en justice et qu'on l'exécute. Deuxième demande, ils veulent que les Américains s'excusent d'avoir interféré dans les affaires iraniennes. Un ancien preneur d'otages, Saïd Ajarian, dit « Les États-Unis ont fait une erreur en accueillant le Shah. Les gens en Iran étaient très sensibles à cette question. S'ils ne l'avaient pas admis sur leur territoire, rien de tout ça ne serait arrivé. » Dès le début, les preneurs d'otages décident de relâcher 5 femmes et 8 hommes noirs. Ils disent qu'ils respectent les femmes et les minorités opprimées. Un autre otage est ensuite libéré un peu plus tard, bien plus tard, en juillet 1980, après avoir été diagnostiqué d'une sclérose en plaques. Donc voilà, mais il reste donc 52 otages. Et beaucoup, au début de ces otages, sont persuadés qu'ils vont être secourus rapidement. Évidemment, les Américains vont intervenir. Au début, les otages sont retenus à l'ambassade. Et puis ensuite, les preneurs d'otages se disent
Ça facilite les affaires des Américains pour faire une opération militaire. Donc, on va les répartir un peu partout en Iran. Ils sont envoyés dans des prisons, etc., un peu partout en Iran, pour empêcher une mission de sauvetage. Donc, les 6 autres otages qui se cachent chez les Canadiens sont finalement secourus par l'agent de la CIA, Tony Mendez, où les Américains font croire à ce moment-là que c'est les Canadiens qui ont organisé l'opération. En fait, ils l'ont fait en collaboration avec les Canadiens. Mais pour eux, à ce moment-là, la CIA ne veut pas prendre tout le crédit de cette histoire, pour protéger de cette mission de sauvetage, otages. pour protéger les autres otages. Ils ont peur qu'ils soient exécutés sinon. Il y a un biais sur la manière de raconter l'histoire dans le film par rapport à ce que tu me racontes là, qui est un peu le biais il faut sauver le soldat Ryan, c'est-à-dire qu'en fait, il ne sauve que ces 6-là. Le film donne l'idée d'une réussite totale et hyper bien foutue de la CIA. Oui. Sans parler en fait de tous les autres qui sont du coup, je ne sais pas ce qui va leur arriver. Mais... Le film, c'est vrai qu'à la fin, c'est vraiment la victoire, c'est bon, ils sont sauvés. En attendant, il y a 52 personnes qui sont toujours retenues à Téhéran. Ouais. Et à ce moment-là, les otages pensent qu'on les a oubliés. Mais en fait, aux États-Unis, et là on revient un peu sur la pop culture, c'est un feuilleton quotidien. Avec des millions de téléspectateurs, tous les jours devant leur écran. Ted Koppel, le présentateur d'une émission qui s'appelle Nightline, diffuse le feuilleton quotidien des otages. Des années plus tard, il a revu le président Jimmy Carter, qui était donc en charge de toute cette affaire à ce moment-là, et qui lui a dit « Il y a seulement 2 personnes qui ont bénéficié de toute cette histoire, vous et l'ayatollah Khomeini. » Les Iraniens soutiennent que les otages sont traités en invités, en guests. En réalité, certains sont frappés. Ils ont vraiment des mauvais traitements. Certains ont les mains attachées pendant plusieurs jours. Certains sont torturés. Tous sont à un moment ou un autre menacés d'exécution. Ou en fait, ils leur bandent les yeux et ils font semblant qu'ils vont leur tirer dessus. Donc jusqu'au dernier moment, ils croient qu'ils vont mourir. Terrible. Et de base, il y a un ressentiment terrible contre les États-Unis depuis leur naissance, en fait. Terrible, exactement. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la prise d'otage est tellement populaire que Khomeini réussit à mobiliser la population autour de lui et autour de sa constitution théocratique, qui est donc votée par référendum. Les négociations ont été très compliquées. Le secrétaire général de l'ONU, au début, se rend à Téhéran pour discuter avec les étudiants, mais il est accueilli par une foule énervée. Il rentre, ça marche pas. Parce que là, ça dure combien de temps ? On est sur quelle échelle de temps ? 444 jours. Ah ouais. Plus d'1 an. Ouais. Jimmy Carter ne veut pas... En fait, il sait pas quoi faire parce qu'il veut libérer les otages, mais il veut pas non plus renvoyer le Shah en Iran, qui de toute façon est en train de mourir en plus. Pendant tout ce temps-là, parce que ça dure très longtemps, Jimmy Carter est vu comme un président faible, complètement à côté de la plaque. Et il y a une campagne à ce moment-là pour une élection présidentielle. Et Jimmy Carter ne veut même pas faire campagne parce qu'il est hyper mal par rapport à cette situation des otages. Et donc, il décide de faire campagne, entre guillemets, depuis la Maison-Blanche. Mais donc, il ne fait pas vraiment campagne. Et en attendant, il y a Ronald Reagan qui fait campagne et qui lui dit une intervention militaire en Iran, si je suis élu président, c'est quoi ce bordel ? Carter, c'est vraiment un mou, quoi. Il tente même une opération militaire. Le 20 avril 1980, c'est l'opération Eagle Claw, avec des hélicoptères et des avions qui vont en Iran pour libérer les otages. Ça capote complètement. À 200 jours, les Américains demandent l'aide de l'Algérie. Pourquoi l'Algérie ? C'est considéré comme un pays qui a le plus de chances de réussite parce que les Iraniens respectent énormément les Algériens par rapport à la guerre d'indépendance. L'Algérie, c'est un peu un pays leader de la décolonisation, quoi. En plus, exactement. Les diplomates américains s'installent à Alger. Les Iraniens restent à Téhéran, mais les Algériens font la navette, où ils expliquent à chaque fois, voilà ce qu'ils demandent eux, qu'est-ce que vous demandez vous. Et ils font pas seulement juste le messager, ils proposent aussi des solutions, etc. Ils jouent un rôle vraiment clé. Et finalement, les choses avancent. À ce moment-là, le Shah est mort, donc il n'y a plus de question que le Shah revienne. Mais en tout cas, ils ont d'autres revendications. Les Américains s'engagent par écrit à respecter une politique de non-intervention. Mais c'est sur l'accord financier que ça bloque, parce qu'il y a des contrats qui avaient été signés au moment du Shah. Le Shah avait payé pour des choses qu'il n'avait pas encore obtenues des Américains. Il avait payé en avance. Et donc, ils disent, les Iraniens, on veut être remboursés sur ces sommes-là. Et ce qui est fou, c'est que l'accord final est signé à 12h01, jour de l'investiture de Ronald Reagan. Mais ce qu'il y a, c'est que les Iraniens ont aussi tout intérêt à le faire au moment où c'est encore Carter qui est président. Parce que sinon, Reagan il débarque avec l'armée, quoi. Exactement. Les otages sont libérés. Ils sont d'abord emmenés à Alger, ensuite en Allemagne pour une escale médicale et enfin à New York où ils sont accueillis en héros. La couverture médiatique de la crise des otages présente les faits de façon hyper schématique, comme on peut retrouver dans le film Argo, avec d'un côté les méchants iraniens et de l'autre les gentils américains.
Je suis tombée sur un article de recherche qui parle de l'idée de captivité, toujours qui est très présente dans le récit national américain, depuis la colonisation et les prises d'otages d'Européens par des natifs américains. À chaque fois, on retrouve l'idée des blancs chrétiens civilisés contre les sauvages. Un mois après le début de la prise d'otage, People Magazine, et oui, tu trouves que ça manque de pop culture dans cet épisode, et People Magazine décrit Khomeini comme un fanatique de 79 ans qui a transformé l'Iran en une théocratie tyrannique. Et en 1980, le magazine Time décrit Khomeini comme un vieil homme austère de 79 ans qui traîne ses babouches jusqu'à la terrasse et salue apathiquement les foules. Les paupières tombantes, sous son turban noir, il jette un regard méchant, souvent tourné vers le haut, comme s'il cherchait l'inspiration du ciel. Pour les chiites, il est l'imam, un leader spirituel qu'il ne faut pas remettre en question. Pour des centaines de millions d'autres, c'est un fanatique, dont les jugements sont sévères, le raisonnement bizarre et les conclusions surréalistes. Pour certains, c'est un leader spirituel. Pour des centaines de millions d'autres, des paupières tombantes, le turban noir, etc., c'est complètement raciste. Le magazine Time parle aussi de foules déchaînées en parlant des Iraniens, donc c'est toujours après ce qu'on va retrouver dans le film Argo. Le New York Times écrit que la crise trouve ses racines dans l'absolutisme rigide de l'ayatollah et les complexités de l'esprit persan. On est sur un orientalisme à fond. À l'inverse, alors qu'ils diabolisent les Iraniens, pour les Américains, les médias visent plutôt à les humaniser. Imaginez le traumatisme des otages, quand ils vont sortir de là, alors que les Iraniens, c'est vraiment une horde de déchaînés. Quand même important à dire, c'est que certains remettent en question ce discours, et notamment la femme d'un otage, Bonnie Graves, qui réclame une enquête sur les crimes du Shah, et qui dit que le gouvernement américain devrait présenter ses excuses à l'Iran pour son ingérence. En mars 80, elle déclare « Il faut être fort pour être capable de dire « Je suis désolé ». J'espère que l'Amérique n'est pas tombée si bas qu'elle ne puisse pas faire cela. Ou t'es pas prête t'es pas prête pour la suite. Et donc ça, c'est les médias. On arrive maintenant à Hollywood. J'ai lu un article hyper intéressant dans The Independent. Il y a une loi aux États-Unis qui s'appelle la Freedom of Information Act, donc une loi d'accès à l'information, dont il parle dans le podcast Wind of Change, que je t'avais envoyé. Donc ça permet à quiconque, américain ou non, tu peux le faire demain si tu veux, qui permet donc à quiconque de demander l'accès à des documents du gouvernement. Et donc, à condition évidemment qu'ils ne soient pas classifiés. En 1917, le journal britannique, donc The Independent, demande l'accès à ces documents pour en savoir plus sur les liens entre Hollywood et le gouvernement américain. Il découvre qu'entre 1911 et 2017, plus de 800 films ont reçu le soutien direct du département de la défense américain. Ça inclut, si ça t'intéresse, Transformers, Iron Man et Terminator. À la télé, 1100 films ont obtenu le soutien du Pentagone, dont 900 après 2005. Donc on voit que l'influence du 11 septembre, etc., ça commence à... C'était sûr. Et tout ça, c'est sans parler des épisodes de séries comme Homeland ou NCIS. La CIA, elle, a soutenu 60 films et séries depuis sa création en 1947. En fait, au début, la CIA est créée en 1947, donc dans un contexte évidemment de guerre froide. Et dans les années 40 et 50, elle veut se faire oublier. Elle veut absolument pas apparaître à l'écran, parce que le but, c'est une agence d'espionnage, quoi. Se faire un peu discret. C'est ça. Et donc, ils ne seront présentés nulle part, sauf sur une plaque qu'on voit dans un film de Hitchcock, La mort aux trousses. D'accord. Mais les choses changent quand la CIA se rend compte que Hollywood présente systématiquement l'agence de façon négative. Ils en ont marre. Soit ils sont présentés comme obsédés par les assassinats, soit comme échappant au contrôle du gouvernement, ou bien complètement inefficaces, des gros losers, quoi. Donc dans les années 90, la CIA commence à travailler directement avec Hollywood. Ils créent carrément un poste de liaison avec Hollywood. Ils y mettent Chase Brandon, un cousin de l'acteur Tommy Lee Jones. Il a pour mission d'éduquer les réalisateurs sur le rôle de la CIA, de négocier des représentations positives de la CIA dans les scripts et d'aider les producteurs dans leurs recherches. Tu savais tout ça ou pas ? T'avais un peu une idée de... Non, j'avais pas autant en détail. J'avais entendu par moments... Alors, j'ai plus tous les éléments en tête. Je sais, par exemple, sur le film de Catherine Bigelow, Zero Dark Thirty, qui raconte la mission pour tuer Ben Laden, qu'il y avait eu tout un truc entre ce qui était possible de faire ou possible de raconter. Enfin, je crois que... j'en suis pas complètement certain, mais je crois que, justement, sur ce film-là, ils ont plutôt fait le choix de l'indépendance et de ne pas se soumettre
à ce que voulait le gouvernement ou quoi, mais je suis pas sûr non plus. Alors ça, je suis pas certaine, mais par contre, ce que je sais, c'est que, en fait, il présente dans ce film que j'ai pas vu, mais j'ai lu ça, l'armée, la CIA, etc., de façon peut-être un peu moins positive que dans Argo. Il montre aussi un peu les cafouillages et notamment la violence aussi dans les interrogatoires, etc. Oui. Mais quand même, en tout cas, c'est censé être quelque chose qui présente positivement l'action américaine. En 1990, Tony Mendes, le fameux agent de la CIA, obtient l'accord de la CIA pour publier son récit des événements. Okay. Il sort un livre qui doit être adapté en film assez rapidement, mais en fait, le projet tombe à l'eau. Le producteur qui a acheté les droits décide de faire quelque chose pour avoir l'intérêt d'Hollywood. Il décide de planter des articles dans la presse. Donc, en fait, ils vont publier dans Wired 3 articles sur toute cette histoire. Et donc, effectivement, ça fonctionne. 2 sociétés de production s'intéressent au film. D'un côté, la société de production de Brad Pitt, de l'autre, celle de George Clooney. C'est George Clooney qui remporte le deal, avec donc Ben Affleck comme réalisateur. Et donc, immédiatement, la CIA et l'équipe de production travaillent ensemble. La CIA organise des réunions avec Ben Affleck et les autres acteurs. L'équipe obtient même l'autorisation de filmer des scènes au siège de la CIA, ce qui est extrêmement rare. Mendes et sa femme viennent régulièrement sur le tournage. Et Ben Affleck déclare « Tony Mendes is a great American ». Argo réécrit l'histoire en faveur de la CIA. Bon, la CIA est un peu dépassée par les événements, mais ils vont trouver une solution. En fait, en 1979, la CIA est vraiment critiquée pour ne pas avoir anticipé la révolution iranienne, ce qui est vraiment très très brièvement évoqué au début du film. Le film ouvre avec un prologue de 2 minutes sur le passé de l'Iran et des États-Unis, ce dont je parlais tout à l'heure, et tout ce que je t'ai raconté là, moi ça a pris un peu plus que 2 minutes. Et après la sortie du film, de façon hyper intéressante, l'historien en chef de la CIA critique ce prologue. Il soutient que cette histoire de coup d'État est un mythe, que Mossadegh a été renversé par son propre peuple. Tout le monde se doutait que c'était les Américains qui étaient derrière tout ça, mais ensuite des documents ont été déclassés et on a vu que et on corroborait totalement cette histoire. Mais c'est fou, l'historien de la CIA. D'accord, c'est un mec de la CIA, mais c'est comme un historien. Bon, mais c'est de la CIA. C'est peut-être ça le problème, c'est qu'il a propagandiste. Des documents donc montrent que effectivement c'est bien les Américains qui ont tout orchestré, et non seulement ça, mais qu'en plus ils ont soutenu le Shah et la Savak pendant plusieurs décennies. Et il y a quand même aussi un aspect dans mon souvenir dans Argo qui a aussi valu le succès du film, notamment aux Oscars et dans la communauté du cinéma, c'est que c'est la réussite de la CIA et c'est aussi la réussite d'Hollywood. C'est-à-dire c'est aussi Hollywood qui agit en héros dans le film. C'est vrai qu'en fait, c'est pour ça aussi que ce film, ça ne m'étonne pas du tout qu'il ait eu l'Oscar du meilleur film. J'ai l'impression qu'Hollywood adore les films qui parlent d'Hollywood. Ah bah grave, surtout pour présenter. On est vraiment géniaux. Bien sûr. Depuis notre studio, je pense que les gens d'Hollywood s'identifient bien et ils peuvent se dire « Ah, moi aussi, j'aurais pu être un héros ». Exactement. Ce qu'Argo ne dit pas non plus qu'en 1979, la CIA a élaboré un plan pour faire libérer les otages. C'était montrer le corps d'un homme en faisant croire que c'était le Shah qui était mort, donc avant sa vraie mort. Et en fait, le fait de ne pas l'inclure dans le film, ça peut montrer que c'était pour minimiser encore les liens entre la CIA et le Shah. Argo montre aussi le côté sympa de la CIA, parce qu'on a beaucoup parlé donc, dans d'autres choses des interrogations musclées, la violence de la CIA. Là, on voit le côté pacifique et humain de l'agence. Mendes est un homme malin qui déploie la ruse plutôt que la violence. Et la scène de l'aéroport à la fin, qui est incroyable. Donc c'est le moment où les otages ils sont enfin en route vers l'aéroport. Ils doivent apprendre des trucs par cœur. Tout le monde a dû apprendre des trucs par cœur. Ils doivent apprendre des couvertures, évidemment avec des faux noms. Ils ont des faux passeports, des fausses dates de naissance, des faux lieux de naissance. Et donc il y a toute une scène où ils doivent passer un dernier contrôle avant d'accéder à l'avion qui va leur permettre de partir. Et ils sont extrêmement stressés parce qu'ils ont peur jusqu'au dernier moment d'être découverts et qu'on voit qu'en fait c'est des Américains et non pas des Canadiens. Ce qui donne une très bonne scène de suspense. Une très bonne scène de suspense. Et en fait, certes, le suspense était très fort. J'ai lu après le témoignage d'une de ces personnes-là qui était dans le truc et qui, une des Américaines, mais qui dit qu'en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Parce que donc là, ça souligne un peu la bravoure de la CIA, sauf que cette scène de l'aéroport est complètement inventée. Dans le film, les douaniers se méfient des Américains. En réalité, ils regardent à peine leurs papiers. En fait, la différence entre les deux, c'est comme quand toi, tu vas aux États-Unis et que tu stresses de passer la frontière et en fait, tout le monde s'en fout. Mais en vrai, c'est vrai qu'il y a un côté un peu... Enfin, je comprends qu'il est complètement stressant. Mais d'ailleurs, carrément, on s'en fout tellement de regarder leurs papiers qu'ils doivent à un moment donné appeler un agent qui n'est même pas présent au guichet parce qu'ils se disent, le problème c'est que si on continue comme ça, on risque d'être arrêté plus loin et le fait de ne pas avoir le tampon, ça peut nous porter problème, nous porter préjudice. Donc en fait, ils savent pas quoi faire. Le truc c'est que normalement, on a un papier quand on rentre
Et donc, ce papier, d'entrée dans le territoire, il fallait le montrer à la sortie. Évidemment, il n'avait pas ce papier-là, puisqu'il n'était pas rentré au moment où il l'avait dit. C'était pas une équipe de tournage, quoi. Et donc, ils avaient peur d'être découverts jusqu'au dernier moment. En fait, ils regardent à peine. Il y a d'autres choses qui sont inventées. Les Iraniens essayent vraiment de reconstituer les documents déchiquetés, mais en réalité, c'est pour avoir des preuves des exactions de la SAVAK et du régime du Shah. Des photos, ils s'en foutent des photos. Ils ne savent pas qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de se cacher. Et dans le film, ils sont en train de reconstituer les photos des 6 personnes manquantes au moment où ils sont à l'aéroport et ils commencent à se rendre compte de la supercherie, etc. Et donc, tu vois les Iraniens qui commencent à comprendre le truc et qui courent quand l'avion va décoller, qui courent après l'avion avec les voitures de police en disant « Arrêtez-les !» Totalement inventé. Mais ça, pour moi, on est dans le truc où on fait du cinéma. Donc, en fait, on a besoin de mettre des enjeux, de mettre du suspense. Mais pour moi, ce problème, c'est que tout ça, c'est sur le dos des Iraniens et d'une vraie population qui existe vraiment. Et en fait, je pense que c'est pas grave de refaire l'histoire sur certains trucs, sur quelque chose aussi grave, avec des vraies conséquences, parce que le fait de présenter les Iraniens comme des méchants qui, jusqu'au bout, essayent d'attraper les gentils blancs, etc., c'est vraiment problématique. Alors, d'ailleurs, je repense à un truc, c'est que pour avoir un aperçu de la complexité et de la subtilité de la situation iranienne, il y a un truc super, c'est qu'il y a des films iraniens. Oui, tout à fait. C'est un grand pays de cinéma avec des très grands réalisateurs. Et il y a même eu très récemment, Jafar Panahi vient d'avoir la Palme d'Or avec un film d'ailleurs qui témoigne de plein de choses qui sont au cœur de la société iranienne. L'année dernière, il y avait Les Graines du figuier sauvage aussi, qui est un magnifique film. Et en plus, c'est des films qui ont la particularité d'être tournés dans des conditions assez complexes parce qu'en fait, ils sont tournés un peu à la sauvette, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment les autorisations de faire ces films-là. Et ouais, c'est vraiment un pays de cinéma. Donc en fait, c'est vrai. Si on aime les films, on peut voir des films iraniens. On peut voir des films iraniens, c'est vrai, et ça montre les Iraniens sous un autre jour, et ça les humanise, et ça montre... En fait, on se met du point de vue des Iraniens. Ça les humanise, et en tout cas, ces films-là qui nous arrivent, qui sont pas des films du régime. Quoi. Donc en plus, qui du coup témoignent du fait que une grande partie de la population le vit mal, mais de manière subtile et complexe. Exactement. Et donc voilà, donc tout ça c'est absolument faux, ça ne se passe absolument pas comme ça. Et le film montre le côté humain et innocent des otages américains, et en fait il les rend même complètement apolitiques, c'est juste des individus. Tony Mendes aussi, l'agent de la CIA, a des problèmes avec sa femme, ce qui n'est pas du tout vrai d'ailleurs, ça c'est totalement inventé pour l'histoire, a des problèmes avec sa femme, et donc c'est pour aussi l'humaniser, le pauvre. Et d'ailleurs, c'est intéressant, mais dans les premières versions du script, les membres de l'ambassade se disputent à un moment sur la raison d'être de la révolution et sur est-ce que les révolutionnaires sont justifiés ou pas de faire tout ça. Et ces passages ont été retirés. D'accord. Pourquoi ? Trop complexe. En tout cas, ça a été retiré. Trop complexe. Trop subtil. Nuancer les Iraniens, non mais ça va pas. D'ailleurs, il y a un truc, je ne sais pas comment c'est dans ce film. Il y a parfois le truc où quand des personnages parlent dans une langue étrangère et c'est pas sous-titré. Mais là c'est quand même le cas. C'est-à-dire que... Ils parlent en langue étrangère sous-titrée. Ouais, ok. Non, mais c'est vrai que ça contribue à faire genre, c'est des gens bizarres qui parlent une langue différente et on ne comprend pas ce qu'ils se racontent et machin. Et donc ça permet effectivement, si on fait ça, de placer encore plus du point de vue des Blancs. Et en plus de ça, le film est bourré d'images d'archives. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais en fait, il reconstitue plein de choses dans le film en intercalant des vraies images d'archives. D'accord. Et en fait, ça renforce le côté basé sur une histoire vraie. Quand tu vois ça, tu te dis, du coup, ce que je vois, c'est absolument la vérité. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Quand le film sort en 2012, le site de la CIA présente cette mission comme un exemple de la lutte antiterroriste. Pendant la promotion d'Argo, d'ailleurs, Tony Mendes insiste sur la menace que pose l'Iran pour la communauté internationale. On est, je crois, c'est 2 ans avant la signature de l'accord sur le nucléaire iranien, mais donc à ce moment-là, on est vraiment dans la grande peur que les Iraniens développent un programme nucléaire et donc l'arme nucléaire. George W. Bush déclare qu'il adore Argo et qu'il l'a regardé plusieurs fois. Et CBS et d'autres chaînes de télé utilisent carrément des extraits du film Argo pour leur reportage sur les relations entre les États-Unis et l'Iran. Okay. Sachant qu'on est déjà sous Obama. À ce moment-là, on est encore sous Obama, complètement. Ouais. Enfin, George W. Bush n'est plus président depuis. On est même deuxième mandat, je crois. Ouais, voilà. Oui, il est plus du tout à la tête. Voilà. Non, il est plus du tout à la tête des États-Unis. Son avis, bon. Mais enfin, ça dit quelque chose quand même quand tu as fait un film qu'un mec hyper interventionniste républicain adore. Obama a sûrement aussi aimé le film parce qu'en plus, si c'est produit par George Clooney, qui est
plutôt un proche des démocrates. Oui, il y a un truc. Obama n'est pas connu pour être un mec en plus. Enfin, non, c'est quand même lui qui a signé l'accord sur le nucléaire iranien. Ok. Je ne sais pas si tu te souviens, mais sous George Bush, l'Iran faisait partie de l'axe du mal. Ouais, bien sûr. Parce que c'est comme ça que vraiment les Américains présentent les choses. Hein. C'est toujours les gentils contre les méchants. Et on se moque de Trump aujourd'hui, mais en fait, ça fait longtemps que c'est comme ça. Donc l'Iran faisait partie de l'axe du mal. Obama adoucit un petit peu son discours, et notamment Netanyahou essaye absolument d'empêcher la signature d'un accord avec l'Iran. Et Obama déteste Netanyahou. Ça ne veut pas dire qu'il est pro-Palestine, machin, mais en tout cas, il déteste Netanyahou. Et donc, il signe quand même l'accord contre la vie de Netanyahou. C'est fou. Et donc, moi, à ce moment-là, je me trouvais être dans cette organisation irano-américaine en stage à Washington. C'était vraiment fou. Enfin, c'était incroyable quoi, comme histoire. Les Canadiens aussi s'insurgent contre la minimisation du rôle de leur pays dans l'affaire. Parce que c'est vrai qu'au début, ils avaient tout le crédit. Après, on a dit non, en fait, quand même, c'était quand même vachement la CIA. Mais en fait, non, mais attends, ils ont pris des risques énormes, les diplomates canadiens aussi, en les cachant. C'est aussi eux qui ont aidé pour les passeports canadiens, etc. Et du coup, le directeur de la CIA, pour les calmer, participe à une projection du film à l'ambassade canadienne à Washington pour atténuer la colère des Canadiens. D'accord. Attention. Évidemment, en Iran, le film est interdit, considéré comme une propagande anti-iranienne. Oui. Et franchement, pour le coup, qui peut les blâmer? Slate est une des rares voix dissonantes que j'ai regardé les critiques de films. Ils ont dit, au lieu de parler de la révolution iranienne dans son ensemble, Argo raconte l'histoire rétrograde d'Américains blancs en péril et transforme les Iraniens opprimés en une horde de zombies enragés. Quand je dis Slate, c'est pas Slate France, hein, c'est Slate américain, mais voilà. Et je voudrais terminer cet épisode en parlant de l'impact des films sur l'audience. Parce que tu peux te dire, tu fais un film pro-CIA, est-ce que c'est grave finalement? Une étude démontre que les gens, après avoir regardé le film Argo, ont une meilleure image des États-Unis, du gouvernement américain, qu'avant de l'avoir regardé. Non seulement leur confiance envers le gouvernement est plus élevée après avoir regardé le film qu'avant, mais c'est aussi le cas pour leur vision de la CIA et leur vision du département de la Défense. C'est vraiment, à la fin, c'est super, on a gagné contre les méchants Iraniens. On dirait que les Iraniens ont juste choisi un régime théocratique et ils n'ont que ce qu'ils méritent aujourd'hui. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la révolution a été saucissonnée un peu par les islamistes, ça n'a pas toujours été le cas. Il y avait des gens qui étaient révolutionnaires contre le Shah, mais qui n'étaient pas du tout pour un régime théocratique. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est une situation du coup qui est dans l'actualité aujourd'hui et qui perdure. Voilà. Et sur la vision qu'on a de l'Iran, de la situation en Iran, qui, de toutes les informations qu'on a, qui est terrible, énormément de morts, etc. Sauf que la question, c'est à quel point c'est instrumentalisé, notamment par les États-Unis et par Trump, pour aller faire de l'interventionnisme qui vise des objectifs qui ne prend absolument pas en considération le peuple iranien. C'est exactement ça. On peut se dire c'est juste un film, etc. Mais je pense que ça participe à... ça nourrit l'imaginaire. Voilà, l'imaginaire, exactement. Et pas que américain, occidental en général, bien sûr. Et donc, ça peut permettre après de justifier des opérations. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une situation affreuse. Et on ne s'est pas retrouvé là par hasard aussi. C'est ça qui est important de dire. On dirait vraiment que Trump, c'est un fou qui est arrivé là. C'est des années et des années. C'est des années d'œuvres vraiment américaines, d'ingérence américaine à l'étranger. Et voilà, donc c'est la fin de cet épisode. Super. Est-ce que ça a changé ton point de vue sur le film Argo qui était déjà pas très positif? Non, j'ai trouvé ça super intéressant et surtout c'est des justement en fait tous ces aspects historiques qui ont énormément d'importance sur la perception du monde. Il peut y avoir un côté austère. En fait, je comprends. Et c'est là que c'est très fort de mettre ça dans une émission sur la pop culture et tout. En fait, je comprends qu'on n'ait peut-être pas envie de se plonger là-dedans, etc. Exactement. Mais déjà, en vrai, et quand c'est bien raconté, là, tu as vraiment bien raconté l'histoire, c'est super intéressant. En fait, quoi qu'on voit, que ce soit des œuvres de fiction, que ce soit l'actualité et tout, il faut essayer de toujours garder un esprit critique et d'essayer de remonter en fait, à l'origine des choses et de se dire, c'est jamais... tout blanc ou tout noir et faut se poser des questions, faut être sensible, faut être empathique avec en fait tout le monde. Ça manquait un petit peu d'une petite histoire d'amour. Peut-être. Ça manquait une petite histoire d'amour. D'ailleurs dans Argo il y a pas d'histoire d'amour. Là pour le coup ils ont pas il y a le mec avec sa femme. Voilà. Effectivement c'est une histoire qui méritait d'être racontée. Je comprends tout à fait l'aspect cinématographique de cette histoire. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de présenter les Iraniens comme ça pour que ce soit fascinant. Je pense que ça pouvait quand même l'être. Je ne suis pas scénariste, mais peut-être que commencer le film, non pas au moment de la prise d'otage, mais commencer le film au moment un petit peu avant, pour montrer comment, à quoi ressemblait l'Iran révolutionnaire,
et de voir aussi l'Iran un peu sympa, quoi, dans lequel ils évoluaient, où certes c'était révolutionnaire, mais où ils se disaient qu'ils étaient encore en sécurité. Et ensuite, déjà, ça aurait été encore plus intéressant de voir le contraste avec la prise d'otage. Ça aurait peut-être plus humanisé les Iraniens. Je pense que ça aurait pu être un élément intéressant. C'est vrai, c'est intéressant. En tout cas, méfiez-vous quand les histoires sont basées sur des faits réels, mais présentent les choses de façon très très simpliste. Je pense que c'est un peu ça la leçon, et je pense qu'on n'en a pas terminé avec les films propagandistes. Merci beaucoup, David, merci, de ta c'était participation. Trop cool. Trop intéressant. Bravo. Vous pouvez retrouver des épisodes bonus sur les plateformes de podcast. Ce sont des épisodes qui ne sont pas diffusés du tout sur la chaîne YouTube, mais vous pouvez retrouver là-dessus tous les jeudis. Vous pouvez aussi bien sûr mettre des étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, mettre des commentaires sur YouTube et sur les applications de podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.